Questions orales. The honorable leader. L'honorable chef de l'opposition. Les Canadiens avaient besoin d'un budget abordable pour des vies abordables. Ils ne peuvent plus payer leurs factures et acheter l'épicerie. Mais le premier ministre leur a donné plus d'inflation avec, selon le budget, le directeur parlementaire du budget, le déficit le plus grand dans l'histoire du pays hors de la pandémie, le double du déficit que Justin Trudeau a laissé, 16 milliards de dollars plus élevé que le premier ministre a promis pendant les élections, briser la promesse de réduire la dette par rapport au PIB, 78 milliards de dollars, c'est-à-dire 5 000 $ plus de l'inflation pour chaque famille. Comment les familles vont-ils payer un autre 5 000 $ pour un budget coûteux? L'honorable ministre des Finances. Monsieur le Président, je suis content de voir que le leader de l'opposition a lu le sommaire exécutif du budget, Monsieur le Président. Mais il y a une chose qui est vraie, on va prendre aucune leçon des conservateurs. Hier, les conservateurs ont voté contre des investissements en infrastructure. Les conservateurs ont voté contre des investissements dans le logement. Les conservateurs ont voté contre la productivité et l'innovation au pays. Et les conservateurs ont voté contre des investissements en défense, Monsieur le Président. De ce qu'on décide de la Chambre, on va toujours se battre pour un Canada fort. On va bâtir un Canada fort ensemble, Monsieur le Président. Et les conservateurs devraient être aujourd'hui à se poser des questions. Pourquoi ils n'appuient pas les Canadiens, Monsieur le Président? L'honorable chef de l'opposition. Qu'est-ce que les Canadiens reçoivent pour le 150 000 kilomètres de voyage le premier ministre a fait, c'est-à-dire contourner la Terre en total 4 fois? Il a rencontré les Américains qui ont doublé les tarifs sur notre acier, notre aluminium et nos autos. Il a rencontré les Indiens qui ont augmenté les tarifs sur nos pois. Il a rencontré les Chinois. Eux aussi ont augmenté les tarifs sur nos fermiers et nos pêcheurs, Monsieur le Président. Pourquoi chaque fois le premier ministre va en vol et rencontre des étrangers, les Canadiens doivent payer encore plus de tarifs? Bravo! L'honorable ministre des Finances. Monsieur le Président, c'est justement que la question que les Canadiens se posent à la maison. Comment les conservateurs ont osé voter contre le Canada, Monsieur le Président, hier? Parce que justement, dans ce budget-là, Monsieur le Président, on parlait de renforcer la souveraineté du Canada, Monsieur le Président. On parlait d'investir dans notre capacité militaire, Monsieur le Président. On parlait d'augmenter les salaires des militaires, Monsieur le Président. Comment les conservateurs vont aller dans leur compte expliquer à leurs commettants qu'ils ont voté contre le Canada hier, alors qu'on a besoin d'être là tous ensemble pour répondre à un moment historique dans l'histoire de notre nation, Monsieur le Président. L'honorable chef de l'opposition. Les Canadiens sont à court d'argent. Ils ont besoin d'une pause, mais le premier ministre leur donne le budget le plus coûteux de toute notre histoire. Et tout cela sur la carte de crédit nationale. Le directeur parlementaire du budget a révélé qu'il avait doublé le déficit de Trudeau, qu'il a ajouté 16 milliards à la dette de plus qu'il avait promis. Il augmente le ratio dette-PIB. Et il enfreint une autre promesse, 17 milliards de dollars de dette supplémentaire. Ça représente à peu près 5 000 $ pour chaque famille canadienne déjà qui en arrache. Comment le premier ministre s'attend-il à ce que les mères célibataires et les aînés et les PME qui n'arrivent pas à payer leurs factures, comment peuvent-ils payer 5 000 $ de plus pour financer son inflation? Honorable ministre des Finances, Monsieur le Président, nous n'avons aucune leçon à prendre des conservateurs. Monsieur le Président, ce qu'ils ont fait hier, sous leur chef, ils ont voté contre les investissements dans l'infrastructure. Avec ce chef, ils ont voté contre les investissements dans le logement. Avec ce chef conservateur, ils ont voté contre les investissements dans la productivité et l'innovation. Avec leur chef, ils ont voté contre les investissements dans notre souveraineté, Monsieur le Président. De ce côté-ci de la Chambre, Monsieur le Président, nous allons bâtir un Canada fort. Nous allons donner aux Canadiens les moyens et nous allons protéger notre souveraineté car nous croyons dans le Canada. L'honorable leader de l'opposition. Monsieur le Président, je ne crois pas qu'on ait réussi à faire rentrer autant de slogans dans une seule réponse. C'est du jamais vu. Monsieur le Président, prenons le logement. Il dit qu'il dépense des milliards de dollars de plus dans le logement. Les résultats sont sortis aujourd'hui. Les mises en chantier ont diminué de 17 % d'une année sur l'autre. Là où on en a besoin le plus à Toronto, diminution de 42 %. Vancouver, moins 36 %. En Ontario, moins 35 % et la Colombie-Britannique, moins 22 % d'une année sur l'autre. Pourquoi est-ce que plus les libéraux dépensent, moins on est capable de construire? Honorable ministre des Logements et de l'Infrastructure. Monsieur le Président, le chef de l'opposition fait fi du fait
des résultats d'une année sur l'autre. Il regarde les résultats d'un mois à l'autre. Il mélange complètement les statistiques. Les conservateurs semblent avoir un peu de mal à gérer et à interpréter les chiffres. De 2024 par rapport à 2025, on a augmenté la mise en chantier de 5 %. Honorable chef de l'opposition, qu'est-ce qu'obtiennent les Canadiens pour les 28 voyages, les 150 000 kilomètres parcourus? Suffisamment pour faire le tour de la Terre 4 fois. C'est ce que le premier ministre a facturé aux Canadiens. Quand il a rencontré les Américains, ils ont doublé nos tarifs sur l'acier, l'aluminium et les autos et sur notre bois d'œuvre. Il a rencontré les Chinois, ils ont augmenté les taxes sur les fermiers et les pêcheurs. Il a rencontré les Indiens, ils ont augmenté les tarifs sur les pois. Pourquoi est-ce que chaque fois que le premier ministre prend un avion, les Canadiens font les frais de payer plus de tarifs à l'étranger? Le ministre du Commerce international. J'ai une nouvelle pour les Canadiens. L'Allemagne a signé une entente d'1 milliard de $ avec Lockheed Martin pour appuyer la création d'emplois au Canada. C'est ce que les Canadiens obtiennent lorsque le premier ministre parcourt le monde pour vendre tout ce que nous avons à vendre et pour entretenir de bons emplois ici au Canada. L'honorable chef de l'opposition, le premier ministre facture des millions de dollars pour ses voyages, 28 au total, 150 000 kilomètres. Maintenant, quel est le bilan? Les Américains ont augmenté les tarifs sur les autos canadiennes, sur l'aluminium, sur l'acier et sur le bois d'œuvre. Les Indiens ont augmenté les tarifs sur nos pois, les Chinois ont augmenté les tarifs sur nos fermiers et nos pêcheurs. Maintenant, permettez-moi de vous présenter une liste complète de tous les tarifs que le premier ministre aurait pu faire réduire ou a réussi à réduire au Canada. L'honorable ministre du Commerce international, Monsieur le Président, le chef conservateur continue de s'opposer à l'aide aux travailleurs et aux entreprises canadiennes. Il a refusé d'appuyer notre plan. Il dit que les exportations canadiennes, mis à part les exportations de pétrole, sont des chimères. Est-ce que le gaz naturel liquéfié qui s'en va en Corée du Sud, c'est des chimères? Qu'en est-il des produits de la mer que nous exportons? Les conservateurs et leurs chefs doivent sauter du chemin et nous laisser faire notre travail. Le député de Saint-Jean. Monsieur le Président, Québécois a annoncé la semaine dernière le congédiement de 87 employés travaillant dans le secteur des médias. Depuis 2 ans, c'est près de 800 personnes qui ont perdu leur emploi chez TVA. C'est dramatique pour la culture québécoise, c'est dramatique pour la diversité de l'information au Québec. La plus grande télévision privée québécoise est au bord du gouffre et Ottawa fait rien, préférant la voir mourir à petit feu. Il va en falloir combien encore des mises à pied avant que le gouvernement allume? Bravo! L'honorable ministre de l'Identité et de la Culture canadienne. Monsieur le Président, nos pensées vont certainement avec les familles et les communautés qui sont affectées par ces pertes d'emploi-là. Mais la question de ma collègue du Bloc québécois aurait peut-être plus de pertinence si le Bloc québécois n'avait pas voté pour le budget le plus important dans l'histoire du pays, donc du financement pour le journalisme local, Monsieur le Président. Or, il se lève en chambre pour dire c'est donc dommage ce qui se passe, puis il vote contre de l'argent pour le journalisme local au Québec et partout au Canada. C'est incompréhensible, Monsieur le Président. L'honorable député de Saint-Jean. Petit politicien. Monsieur le Président, essayez d'imaginer comment les gens de TVA reçoivent ça, le message libéral. Ils nous parlent d'investissement historique pour la culture, mais là-dedans, pas une scène pour vous autres. Vous autres, là, vous pouvez bien crever. C'est ça le message des libéraux à TVA. Ces mêmes libéraux-là qui ont été les seuls à refuser d'aller sur les ondes de TVA, qui réclamaient justement de l'argent parce qu'ils en ont plus. TVA, ils diffusent notre musique, nos histoires, ils suscitent des débats. Les Québécois, ils se reconnaissent dans TVA, mais Ottawa s'en contrefout. C'est quoi leur problème avec notre télévision? L'honorable ministre. Monsieur le Président, dans le budget contre lequel le Bloc québécois s'est opposé, il y a 150 millions de dollars pour Radio-Canada CBC. Le plus important
producteurs de culture au Québec, M. le Président. Ils ont voté pour ça. 26 millions pour l'Office national du film qui est à Montréal, M. le Président. Ils ont voté pour ça. 127 millions pour le Fonds des médias, 48 millions pour le Fonds de la musique. Ils ont voté contre toutes ces initiatives-là en culture au Québec et partout au pays. C'est scandaleux, M. le Président. L'honorable député de Drummond. Oui, mais rien pour les radiodiffuseurs privés, M. le Président. Afin de plaire au très puissant président américain, le premier ministre a décidé d'abolir la taxe sur les services numériques. Les revenus tirés de cette taxe auraient pu servir à créer un fonds pour soutenir le secteur de la culture et des médias à long terme, dont TVA, qui en a grandement besoin. Non seulement les libéraux ont refusé de créer un fonds, mais en plus, ils n'ont absolument rien fait pour assurer l'avenir de la télévision privée au Québec et au Canada. Pourquoi les libéraux ont-ils abandonné les radiodiffuseurs privés? L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, tout comme mon collègue qui vient d'énumérer nos réalisations et nos engagements en culture en fonction du budget, moi, je suis mystifié à regarder le Bloc québécois revendiquer des pistes d'atterrissage, des ports, des quais à Saguenay, des investissements dans des grands projets, des appuis pour la santé au Québec, des appuis pour le logement au Québec. Mais oups, ils arrivent à la rivière des Itois. Monsieur le Président, ils traversent le pont, puis ils votent contre tout ça. Comment ça, le Bloc québécois se lève pas debout avec les députés libéraux? Votez pour le Québec, votez pour ce... L'honorable député de Calgary-Est. Le budget coûteux du premier ministre, qui lui sert de carte de crédit, impose des dépenses inconsidérées pour les contribuables de demain. Il utilise sa carte de crédit pour la remplir au maximum. Les organismes de surveillance comme Fitch nous disent que la carte de crédit est la cote de crédit est menacée parce que les libéraux ne respectent pas les cibles budgétaires qui se sont imposées. Combien d'autres rapports va-t-il falloir avant que le premier ministre freine ces dépenses coûteuses? Le secrétaire d'État pour les institutions financières. Monsieur le Président, j'ai un conseil pour le chef en face. Il doit retourner dans le lobby et doit redémarrer son chat CPC parce que tout ce qu'il obtient, c'est les mêmes arguments comme un disque rayé. Ce budget générationnel va investir dans l'infrastructure, dans la défense, dans le logement. Nous allons transformer notre pays. Nous ne serons plus... Nous allons devenir résilients et c'est dommage que les conservateurs ne nous appuient pas. Le député de Calgary-Est. L'ARC est un désastre avec ce ministre. Il essaye ses talents de comédien. L'organisme de surveillance budgétaire a dénoncé les tours de passe-passe comptables des libéraux. Il a dit que les libéraux avaient moins de 8% de chances d'atteindre leur cible budgétaire. Le premier ministre a déjà essayé cette astuce au Royaume-Uni. Maintenant, il essaye avec les Canadiens. Au lieu de truquer les comptes pour cacher son ego de 100 milliards de dollars, pourquoi ne contrôle-t-il pas ses dépenses et son budget coûteux dont il se sert comme d'une carte de crédit? Le secrétaire d'État, Monsieur le Président, ils veulent parler de slogans. Eh bien, ils ont tellement cité le professeur, food professor, qu'on croirait que c'est leur chef personnel. Écoutez, hier soir, on a adopté un budget générationnel qui va transformer notre pays. C'est dommage que le parti d'en face n'ait pas appuyé notre budget. Merci, Monsieur le Président. L'honorable député de Barrie Sud, Innisfil. Tous les Canadiens devraient remercier leur bonne étoile d'avoir un directeur parlementaire du budget dont le travail consiste à être indépendant et honnête au sujet de l'état des dépenses, du déficit et de la dette du gouvernement. La semaine dernière, le chien de garde du budget a dénoncé la comptabilité créative du premier ministre, disant qu'il utilisait la définition de l'investissement en capital qui va au-delà du traitement actuel dans les comptes publics et les pratiques internationales. Donc, le premier ministre trafique les comptes et son déficit incontrôlé ne fait qu'attiser la dette et le déficit. Combien d'autres sonnettes d'alarme vont devoir retentir avant que le premier ministre freine ses dépenses? La ministre. Le budget va changer la donne pour les familles partout au pays. Le programme d'alimentation dans les écoles, que les conservateurs aiment critiquer, permet de donner à manger à des enfants un peu partout. Il y a aussi le programme de garderie qui réduit les frais. L'ILCC
permet d'alléger le fardeau des familles. C'est ce que disent les parents et ça, on ne peut pas dire mieux. Le député de Berry Sud et Innisfil, quelle est la réponse des libéraux aux avertissements du DPB? Ils l'ont averti qu'ils allaient le remplacer par quelqu'un qui aurait plus de tact et de discrétion. On peut supposer que ça signifie qu'ils vont le remplacer par quelqu'un issu du cercle restreint des amis du Premier ministre qui reçoivent leurs ordres du Premier ministre. L'indépendance et la surveillance du DPB ont pour but de dénoncer la tromperie, de tirer la sonnette d'alarme pour que tous les députés et les Canadiens sachent quand les comptes sont trafiqués. J'ai une question. Pourquoi est-ce que les chiens de garde qui s'opposent aux loups sont-ils menacés cette fois-ci? Monsieur le Président, nous avons un processus, celui du DPB, qui implique la consultation de tous les partis, dont le chef de l'opposition, avant la nomination du nouveau DPB. Nous avons hâte des commentaires de tout le monde là-dessus. Bellechasse, les Etchemins, Lévis. Monsieur le Président, le budget carte de crédit de ce premier ministre est une facture qu'il refile à nos enfants. Après 10 ans de ce gouvernement, les familles en arrachent et doivent mettre 50 % de plus de dépenses sur leur carte de crédit juste pour vivre, Monsieur le Président. Pendant ce temps-là, l'agence de notation Fitch affirme que les finances fédérales courent un risque élevé de détérioration parce que les libéraux dépassent constamment leurs propres limites, Monsieur le Président. L'avis de Fitch convaincra-t-il le premier ministre de cesser ses dépenses incontrôlées et irresponsables, Monsieur le Président? Honorable ministre de la Transformation du gouvernement. Monsieur le Président, c'est fascinant en écoutant les conservateurs à la période des questions. C'est pas surprenant que les Québécois, que les Canadiens aient rejeté un chef qui passe son temps à écrire des petites phrases pour la période des questions que ses députés répètent joliment, mais qui sont pas capables de soutenir un budget qui présente une réelle vision pour bâtir le Québec, bâtir le Canada, avec des investissements, je noterai par exemple en défense, qui vont soutenir des bons emplois dans Chaudière-Appalaches, au chantier Davie et à toute sa ligne de fournisseurs, à Basecamp Connect à Lévis aussi, qui fournit des systèmes de communication pour les Forces armées canadiennes. C'est ça contre quoi ils ont voté hier, Monsieur le Président, et c'est regrettable. Merci beaucoup. Honorable député de Bellechasse, les Etchemins, Lévis. Est-ce qu'il est en train de nous dire que Fitch et le directeur parlementaire du budget sont des menteurs, Monsieur le Président? D'ailleurs, il veut congédier le directeur parlementaire du budget. Dans son récent rapport, ce dernier confirme que le gouvernement a abandonné l'écran d'arrêt pour réduire la dette. Il prévient que cela menace directement la cote de crédit du Canada et la confiance des investisseurs. Question simple. Combien d'autres rapports alarmants du directeur parlementaire du budget faudra-t-il avant que ce premier ministre mette fin à ce désordre financier, Monsieur le Président? L'honorable ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et il est important de souligner que la position fiscale du Canada est la meilleure des pays du G7, le plus bas ratio dette-PIB des pays du G7. Mais le moment auquel on fait face en ce moment, Monsieur le Président, avec le changement de l'ordre économique mondial, demande de l'ambition, du sérieux pour l'avenir du pays. C'est exactement ce que présente le budget 2025, avec des investissements en infrastructure, en défense, pour plus d'abordabilité, avec une baisse d'impôts pour la classe moyenne, pour la productivité, pour l'innovation. C'est ça le budget 2025, Monsieur le Président. L'honorable député d'Edmonton Nord-Ouest. Après 10 ans de déficit libéraux, les Canadiens doivent consacrer près de 50 % de leurs dépenses supplémentaires à leur carte de crédit. L'agence de notation Fitch, qui attribue la note de crédit au gouvernement, dit que le gouvernement libéral dépasse fréquemment ses cibles budgétaires. De plus, le DPB tire aussi la sonnette d'alarme et, je cite, « Avec le budget 2025, le gouvernement a abandonné le précédent ancrage budgétaire qui vise à réduire le ratio dette-PIB à moyen terme. » Ma question est la suivante. Combien de rapports supplémentaires du DPB faudra-t-il pour que le premier ministre mette un frein à ces dépenses coûteuses? Le secrétaire d'État des institutions financières. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, regardons les faits. Je sais que le parti d'en face n'aime pas parler des faits, mais meilleure note de crédit au monde. Le ratio dette-PIB le plus bas du G7. Le FMI prévoit que le Canada aura une des économies qui se développera le plus rapidement du G7. Écoutez, nous voulons bâtir l'économie la plus forte du G7. Monsieur le Président, le parti d'en face aime nous sortir toujours les mêmes slogans, les mêmes discours dépassés. Mais, Monsieur le Président, nous préférons bâtir l'économie la plus forte qui soit. Nous allons livrer la marchandise aux Canadiens parce que c'est ce à quoi ils s'attendent de la part d'un gouvernement sérieux. Jonquière. Monsieur le Président, la preuve que le budget ne répond pas aux besoins des Québécois, hier, le jour même où il était adopté, la forestière Arbec mettait à pied près de 100 travailleurs à Amos. Pourtant, il y a à peine 3 semaines, l'industrie était à Ottawa pour réclamer du soutien, y compris Arbec.
Il demandait que le fédéral leur avance 50 de tous les futurs droits compensateurs et anti-dumping à payer. Et il demandait aussi une subvention salariale pour éviter d'avoir à mettre à pied leurs travailleurs. Le budget les ignore et résultat, pas clair. 100 travailleurs perdent leur gagne-pain. Qu'est-ce que le gouvernement attend pour agir? L'honorable ministre des Finances. Monsieur le Président, je remercie mon collègue pour sa question. On sera toujours là pour les travailleurs de la foresterie. On a un fonds dédié justement pour aider les entreprises. Mais hier, Monsieur le Président, coup de théâtre. Le Bloc québécois vote contre les projets au Québec, Monsieur le Président. Imaginez, le Bloc québécois vote contre l'extension du port de Saguenay, contre l'expansion du port de Montréal, contre Explore-Mer, un pavillon pour des requins, Monsieur le Président. Le Bloc québécois est contre le pavillon des requins, contre l'Espoir River-Rive, contre le chantier naval Florion, contre le centre de Montréal-Nord. Monsieur le Président, les Québécois sont mystifiés aujourd'hui. Où était le Bloc québécois hier? L'honorable député d'Abitibi-Témiscamingue. Monsieur le Président, on est de tout cœur avec la centaine de travailleurs d'Arbec à Amos qui sont mis à pied. La compagnie n'avait plus le choix. Parce qu'Ottawa a ignoré les besoins que l'industrie et le Bloc martèlent depuis des semaines. Ça prend une subvention salariale, justement, pour éviter des mises à pied comme celle-là. Et pour l'industrie en général, le fédéral doit avancer 50 des droits compensateurs et anti-dumping des Américains. Les libéraux n'ont rien fait dans le budget et 100 familles de chez nous apprennent qu'elles vont passer les fêtes dans la précarité. Maintenant, qu'est-ce que le gouvernement va faire pour eux? L'honorable ministre des Finances. Monsieur le Président, le Bloc québécois est en retard des nouvelles. Hier, il devait être occupé à voter contre le budget et contre les projets au Québec. Mais j'ai des nouvelles pour eux, Monsieur le Président. On est déjà en contact avec Arbec, Monsieur le Président. On est déjà à négocier avec une ligne de crédit, Monsieur le Président. On est déjà prêt à les appuyer justement pour faire le pivot, Monsieur le Président. Alors, le Bloc québécois, au lieu de se concentrer à voter contre des projets au Québec, il devrait regarder comment ils peuvent appuyer le gouvernement à faire avancer notre pays ensemble, Monsieur le Président. L'honorable député de Fundy Royal. Monsieur le Président, le budget et carte de crédit coûteux du Premier ministre impose les dépenses inconsidérées d'aujourd'hui sur les contribuables de demain. Après 10 ans de gouvernement libéral, les Canadiens doivent consacrer près de 50 de leurs dépenses en plus à leur carte de crédit. L'agence de notation Fitch dit que les finances fédérales courent un risque élevé de détérioration parce que le gouvernement dépasse fréquemment ses cibles budgétaires. Combien d'autres rapports faudra-t-il pour que le Premier ministre mette un frein à ces dépenses coûteuses par carte de crédit? Le secrétaire d'État aux institutions financières. Monsieur le Président, en tant que fier député du Nouveau-Brunswick, comme mon collègue, je crois que le budget qu'on a adopté hier soir, eh bien, prévoit des investissements transformationnels et générationnels dans la défense, dans l'infrastructure. Il y a 5 milliards de dollars pour un corridor commercial qui sera exceptionnel pour Port-Saint-Jean et Port-Belledew. De ce côté-ci de la Chambre, nous écoutons les Canadiens, nous croyons dans notre budget, nous savons que notre budget va vraiment transformer notre pays. C'est dommage que les députés d'en face ne l'aient pas appuyé hier. Je sais que les Canadiens se rangent de notre côté. L'honorable député de Fundy Royal. Monsieur le Président, le député sait que ses commettants et les miens ont du mal à joindre les deux bouts et c'est les dépenses inconsidérées de ce gouvernement qui font empirer la situation. Non seulement Fitch a-t-il prévenu que la situation économique au Canada risque de se détériorer en raison du mépris des libéraux pour leurs propres cibles budgétaires, mais le DPB, lui aussi, nous prévient que cette détérioration est déjà en cours. Et les Canadiens sont ceux qui font les frais de tout cela. C'est pas étonnant que le Premier ministre veuille renvoyer le directeur parlementaire du budget parce que lui, en fait, il dit aux Canadiens la vérité. Et, Monsieur le Président, la vérité, c'est dur à entendre. Alors, je pose encore la question. Combien d'autres rapports? L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, ce député est expérimenté à tel point qu'il était déjà ici lors de Harper et le plus gros déficit jamais enregistré de toute l'histoire de notre pays. Et c'est drôle parce qu'à l'époque, il n'en parlait pas, il ne tenait pas les mêmes propos. Ce qu'il fait maintenant, c'est qu'il vote contre un budget qui crée des débouchés partout dans l'Atlantique, partout dans la province du Nouveau-Brunswick.
qui crée des débouchés pour les jeunes du Nouveau-Brunswick dans le secteur de l'énergie, dans les infrastructures. Nous allons continuer de bâtir le pays malgré le bilan de déficit de ce député, malgré son attitude négative. Pierre Judoux, Témiscouata. Monsieur le Président, le budget déficitaire du premier ministre refile la facture aux contribuables d'aujourd'hui, mais aussi de demain. En même temps, les Canadiens sont forcés de mettre presque 50 % de plus de dépenses sur leur carte de crédit. Imaginez, Fitch, l'agence de crédit, avertit que, j'ouvre les parenthèses, les finances fédérales risquent fortement de se détériorer encore davantage. Le directeur parlementaire du budget dit que les coûts des emprunts vont augmenter. Monsieur le Président, combien d'autres rapports de chiens de garde financiers ça va prendre pour que le premier ministre arrête de dépenser comme un... irresponsablement? L'honorable secrétaire d'État pour l'enfance et la jeunesse. Merci, Monsieur le Président. De ce côté de la Chambre, on investit pour bâtir des familles et des communautés fortes. Les investissements dans le budget vont créer des emplois et des carrières de qualité pour les jeunes. Ça va protéger les mesures de soutien qui aident les familles à aller de l'avant. Votre nouvel gouvernement livre un budget qui va bâtir, protéger et renforcer le Canada. J'encourage les membres d'en face à voter pour le budget cet après-midi. Merci, Monsieur le Président. The honourable member for St. John, St. Croix. Mr. Speaker. Monsieur le Président, après 10 ans de mauvaise gestion libérale, les Canadiens consacrent 50 % de plus à leurs dépenses, à leur carte de crédit parce que les libéraux ont affaibli notre dollar et notre crédit. Fitch Rating avertit que les dépenses excessives des libéraux exposent nos finances à un risque élevé de détérioration supplémentaire. Le DPB affirme que le gouvernement a abandonné son propre objectif en matière de ratio dette-PIB, que le budget a qualifié de clé pour préserver la cote AAA du Canada. Pas étonnant que ce premier ministre tente de licencier tous ceux qui savent se servir d'une calculatrice. Quand le premier ministre cessera-t-il de remplir la carte de crédit du Canada? L'honorable ministre. Monsieur le Président, comme son collègue de Fundy Royal, ce député devrait se rappeler l'époque de Stephen Harper. Eux aussi avaient rempli la carte de crédit. Ils font semblant de se soucier de la lutte à la criminalité. Et qu'ont-ils fait hier, Monsieur le Président? Ils ont voté contre les investissements dans sa province, dans ma province du Nouveau-Brunswick, dans l'infrastructure pour construire une économie solide. Ils n'ont pas à nous faire la leçon. La députée de Yorkton-Melville. Le coûteux budget de la carte de crédit du premier ministre fait peser les dépenses inconsidérées d'aujourd'hui sur les contribuables de demain, alors que les Canadiens doivent consacrer près de 50 % de leurs dépenses supplémentaires à leur carte de crédit. Si seulement ce gouvernement s'en souciait, les avertissements de Fitch et du chien de garde parlementaire en matière fiscale sonnent l'alarme. Abandonner un ancrage budgétaire pour le remplacer par un autre ne parvient déjà pas à renforcer la confiance des investisseurs. Combien d'autres rapports faudra-t-il pour que le premier ministre mette un frein à ces dépenses coûteuses? La secrétaire d'État. Hier, en cette Chambre, le Parti conservateur a voté contre le budget de 2025. Ils ont voté contre... Not from the top, but the member can continue. La députée peut continuer. Ces conservateurs ont voté contre les programmes alimentaires scolaires pour les enfants. Ils ont voté contre les allègements fiscaux pour la classe moyenne. Ils ont voté contre 75 millions de dollars pour la formation d'apprentis. Ils ont voté contre un crédit remboursable pour les travailleurs de soutien. Ils ont voté contre 45 millions de dollars pour lutter contre la violence à l'égard des femmes. Ils ont voté contre des soutiens pour les aînés. Monsieur le Président, les Canadiens veulent savoir pour qui ils travaillent. L'honorable député de Rivière-des-Mille-Îles. D'accord, allez-y. Monsieur le Président, le nord de l'Ontario est prêt à jouer un rôle de premier plan dans l'économie propre.
Nous sommes prêts à mener l'économie propre. Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles s'est rendu dans notre région la semaine dernière. Il a vu les vraies possibilités qu'offre le nord de l'Ontario pour faire croître notre économie. Nous avons des projets dans le nord de l'Ontario et cela envoie un message clair. Le nord de l'Ontario est au centre du secteur minier du Canada. Le ministre peut-il nous dire ce que cela signifie pour les travailleurs et les communautés locales? Le ministre des Ressources naturelles. J'aimerais remercier la députée de sa question. Le projet de Crawford peut ancrer le leadership du Canada. Il fournira du nickel de haute qualité et à faible teneur en carbone pour les batteries et l'acier vert, avec des missions prévues proches de 90 % inférieures à la moyenne mondiale. Nous allons créer 1 000 emplois directs et plus de 3 000 emplois indirects pendant les 40 années de l'exploitation. C'est un exemple de la façon dont nous agissons pour bâtir un Canada plus fort et plus autonome et accélérer la réalisation de projets grâce au Bureau des grands projets. Le député de Foothills. Ce gouvernement libéral est le plus cher de l'histoire du pays. Chaque dollar dépensé par le premier ministre provient de la poche des Canadiens, ce qui fait augmenter le coût de tout. Les prix à l'épicerie sont 50 % plus élevés que le taux visé et la taxe carbone industrielle fait augmenter le coût des engrais et de l'équipement agricole. Les libéraux augmentent cette taxe dans le budget. Et c'est ce qu'ils disent aux parents des 700 000 enfants qui font la file dans les banques alimentaires. Pourquoi le premier ministre augmente-t-il la taxe carbone industrielle lorsque les gens n'ont déjà pas les moyens de se nourrir? L'honorable député, ce budget accélère la construction de projets et ça, c'est bon pour les Canadiens et les générations à venir. Nous investissons dans les infrastructures, y compris dans des corridors commerciaux. Nous avons aussi du financement pour le commerce numérique, EDC, Affaires mondiales, la diversification des marchés et l'agriculture. Monsieur le Président, nous avons aussi un plan Acheter Canada qui est important pour tous nos agriculteurs et nos éleveurs. Merci, Monsieur le Président. Le député de Foothills. Ce budget a endetté la prochaine génération. Le ministre a fait fi du fait que l'inflation alimentaire au Canada augmente 40 % plus rapidement ici qu'aux États-Unis. Le Canada est le seul pays du G7 où l'inflation alimentaire en fait augmenter pendant 4 mois de suite. On parle de 2,2 millions de Canadiens qui fréquentent les banques alimentaires à chaque mois. Pourquoi le premier ministre ne respecte-t-il pas sa promesse? Pourquoi a-t-il augmenté la taxe carbone industrielle, ce qui fait augmenter les prix à l'épicerie pour les Canadiens? L'honorable ministre. Merci, Monsieur le Président. Nous savons que l'Institut du climat démontre que le système de tarification n'a pas de répercussions sur les ménages. L'agriculture joue un rôle important. Nous menons le pays du G7. Nous allons aider nos agriculteurs et nos éleveurs. Merci, Monsieur le Président. Le député de Battleford-Lloydminster. Ce gouvernement libéral est le plus coûteux de l'histoire du Canada. Chaque dollar dépensé par le premier ministre sort de la poche des Canadiens et fait grimper le coût de tout. Le coût du lait maternisé a bondi de près de 84 % depuis 2017. Les rapports faisant état de parents qui prennent des mesures désespérées pour nourrir leurs bébés sont vraiment alarmants. Pourtant, lorsque les libéraux ont eu la possibilité de réduire le coût des denrées alimentaires, ils ont choisi de l'augmenter. Pourquoi le premier ministre augmente-t-il la taxe industrielle sur le carbone et rend-il les denrées alimentaires plus chères? Le secrétaire d'État pour les affaires rurales. Merci, Monsieur le Président. Lorsqu'il est question du budget, la Saskatchewan est à l'écoute. Pendant 10 ans, ces conservateurs ont voté contre des millions de dollars dans des programmes qui auraient aidé ma propre province. Ils ont fait cela simplement pour des gains politiques. Monsieur le Président,
ce député de la Saskatchewan vote pour le budget. Le député de Battleford, Lloydminster. Monsieur le Président, le budget libéral et ses initiatives ne fonctionnent pas. Les parents ont toujours de la difficulté à payer le lait maternisé avec ce gouvernement libéral. Et maintenant, Statistique Canada annonce une nouvelle augmentation de près de 6 % du prix du lait maternisé par rapport à l'année dernière. Les libéraux avaient la possibilité de réduire le coût des denrées alimentaires pour les Canadiens en supprimant la taxe carbone industrielle. Mais ils ont choisi de rendre l'épicerie plus chère en l'augmentant. Encore une fois, je pose la question. Pourquoi, alors que tant de parents ont du mal à nourrir leur bébé, le premier ministre augmente-t-il la taxe carbone industrielle pour rendre les aliments plus chers? Le secrétaire d'État. Monsieur le Président, je sais qu'ils n'ont pas rédigé de budget depuis 10 ans, mais je vais poser une question. Qu'est-ce qu'il changerait à ce budget? Est-ce que ce sont les embauches au sein de la GRC? Est-ce que ce sont les projets en Saskatchewan, les projets miniers, les 370 millions de dollars de biocarburants pour nos agriculteurs de canola, les 7,6 millions de dollars pour les aéronefs pour lutter contre les incendies? Qu'est-ce qu'ils auraient changé à ce budget? Once again. Encore une fois, je rappelle aux députés qui doivent s'adresser à la présidence. Le député de Montmorency-Charlevoix. J'étais avec un éleveur bovin la semaine dernière à Château-Richer et on parlait de la taxe fédérale sur le carbone industriel qui faisait augmenter le coût de l'énergie, du transport, de la transformation tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Et ça donne un résultat d'une augmentation de 17 % du prix du bœuf pour ses clients. Mais il n'est pas le seul à avoir ces augmentations-là. Selon Statistique Canada, les pommes, les oranges, le poulet, le jus de fruits, les carottes augmentent. Même le café a augmenté de 35 40 % plus vite l'augmentation du prix de la nourriture au Canada qu'aux États-Unis. Pourquoi les libéraux continuent d'augmenter le prix de l'épicerie pour les Canadiens? L'honorable ministre de l'Environnement et du Changement climatique. Monsieur le Président, peut-être on peut commencer par démontrer et leur dire que le prix sur la carbone industrielle ne s'applique pas au Québec. Alors, peut-être il aimerait bien regarder ça. Mais non seulement ça, tout partout au pays, le prix sur la carbone industrielle ne fait pas que les prix de la nourriture sont plus grands. Alors, il faut démontrer, on est prêt à continuer à lutter contre le changement climatique, mais on va aussi appuyer les familles tout partout au pays. J'espère qu'eux, ils vont décider d'aider les familles aussi. Bravo! Honorable député de Montmorency-Charlevoix. Il y en existe une autre taxe complètement inventée, Monsieur le Président, c'est la taxe sur le carburant. Hier, les libéraux avaient l'occasion de réduire le coût des aliments en éliminant la taxe sur le carburant, mais ils ont choisi de continuer de rendre la nourriture encore plus chère. Dans les banques alimentaires au Québec, c'est des familles, c'est des couples qui ont chacun un emploi et qui se présentent pour avoir de la nourriture parce qu'ils doivent choisir entre se nourrir, se loger et mettre du gaz dans leur voiture pour aller au travail. C'est 17 cents d'augmentation par litre que ça va coûter aux familles canadiennes à chaque fois qu'ils se rendent à la pompe. Pourquoi le premier ministre maintient sa taxe sur le carburant et continue à rendre la nourriture encore plus chère? L'honorable ministre de la Transformation du gouvernement. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Hier, il avait l'occasion de voter pour une baisse d'impôts pour 22 millions de Canadiens. Hier, Monsieur le Président, il avait l'occasion de voter pour un programme d'alimentation scolaire pour les jeunes les plus vulnérables à travers le Québec. Hier, il avait l'occasion de voter pour des investissements en logement, en infrastructure, dans l'espace Hubert Reeves, Monsieur le Président. Hier, il avait l'occasion d'investir en défense pour augmenter, entre autres, le salaire de nos hommes et nos femmes des Forces armées canadiennes. Il a voté contre. Maintenant, la bonne nouvelle, il peut se reprendre juste après la période des questions, appuyer la motion de voies et moyens, puis à défaut, peut-être aller marcher derrière les rideaux comme certains de ses collègues. Merci, Monsieur le Président. Le député d'Edmonton Sud-Est. Monsieur le Président, ce gouvernement libéral est le plus coûteux de l'histoire du Canada. Chaque dollar dépensé par le premier ministre provient des poches des Canadiens et fait augmenter le coût de tout. Ils auraient pu réduire le coût des denrées alimentaires en supprimant leur taxe sur les emballages qui augmente le coût des produits de 34 % et coûte 400 $ à chaque ménage moyen. Au lieu de cela, les libéraux ont choisi de la maintenir. Pourquoi le premier ministre maintient-il cette taxe sur les emballages et rend-il l'épicerie plus chère? L'honorable ministre. Monsieur le Président,
Pourquoi le député choisit-il d'inventer des faits? Il n'y a pas de taxe sur l'emballage plastique. Je répète, il n'y a pas de taxe sur l'emballage plastique. Il devrait peut-être se concentrer sur les faits. Merci, Monsieur le Président. Le député de Northumberland Clark. Monsieur le Président, chaque dollar dépensé par les libéraux provient des poches des Canadiens qui travaillent dur. Pierre Tremblay, haut fonctionnaire libéral, a presque doublé son ancien budget de déplacement afin de pouvoir s'offrir des voyages coûteux à travers le monde. Au lieu de demander aux jeunes Canadiens de sacrifier leur avenir, pourquoi le premier ministre ne demande-t-il pas à son haut fonctionnaire de renoncer à quelques trajets de limousine? L'honorable ministre, Monsieur le Président, ce gouvernement dépense moins pour investir plus. Nous investissons 60 milliards de dollars dans des projets d'intérêt national. Cela crée des emplois et fait en sorte que le Canada est plus fort. Le député de Northumberland Clark. On l'a déjà entendu, les Canadiens vont bien, mais les familles sont en difficulté, les travailleurs sont en difficulté. Le gouvernement continue de défendre l'indéfendable. Les Canadiens font la file dans les banques alimentaires. Les bureaucrates vivent dans le luxe. Le gouvernement va-t-il prendre des mesures disciplinaires contre cette personne, peut-être même réduire son budget de voyage? L'honorable ministre. Monsieur le Président, cette agence est une agence indépendante. Elle fait du bon travail. Elle nous aide à construire un avenir nucléaire pour le pays. Nous construisons à Darlington, nous construisons à Pickering, nous construisons à Bruce. Monsieur le Président, nous construisons un Canada fort. Le député de Compton-Stanstead. Merci, Monsieur le Président. Dans les régions, comme chez nous dans les cantons de l'Est, on a des médias locaux et des organismes culturels, tant anglophones que francophones, qui jouent un rôle essentiel pour nous informer et faire vivre notre culture. Aujourd'hui, avec la montée du numérique et la mondialisation, nos façons de nous informer et de consommer la culture évoluent. Je voudrais demander au ministre de la Culture et de l'Identité canadienne comment notre gouvernement va protéger et promouvoir la richesse culturelle et la diversité qui font la force de notre région. Honorable ministre de l'Identité et de la Culture canadienne. Merci, Monsieur le Président. Je souhaite remercier ma collègue pour sa question. Face à l'incertitude mondiale, il faut absolument protéger notre identité et notre souveraineté culturelle. C'est pourquoi le budget 2025 investit des sommes historiques dans la culture, dans l'identité et dans les médias, dont 38 millions de dollars, Monsieur le Président, pour les médias locaux partout à travers le pays. Notre gouvernement a fait le choix stratégique de renforcer notre secteur culturel et notre secteur médiatique avec un investissement de 150 millions de dollars dans Radio-Canada CBC. Ce secteur représente 65 milliards de dollars de PIB et près de 670 000 emplois. Investir dans notre souveraineté culturelle, c'est investir dans notre avenir et préserver les histoires racontées. Le député de Windsor-West. Monsieur le Président, les cas d'extorsion sont hors de contrôle. Ils ont augmenté de 330 au Canada et de 360 en Ontario depuis 2015. Il y a 2 semaines, une maison de ma circonscription a été criblée de balles lors d'une attaque à des fins d'extorsion. En tant qu'ancien policier, je sais que les criminels profitent de la faiblesse des lois sur la libération sous caution et du manque d'outils à la disposition des forces de l'ordre. Les Canadiens méritent la sécurité, pas les excuses, Monsieur le Président. Quand les libéraux vont-ils enfin prendre les choses au sérieux et soutenir notre plan conservateur visant à lutter contre l'extorsion endémique et à protéger nos communautés? Faites quelque chose. La secrétaire d'État. Monsieur le Président, nous prenons l'extorsion au sérieux. L'extorsion avec une arme à feu entraîne une peine pouvant aller à l'emprisonnement à perpétuité. Ces gens croient qu'ils ne se feront pas prendre. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas donné aux forces de l'ordre des outils nécessaires. Et ces outils sont prévus dans notre projet de loi C2. Sauf que les conservateurs ne sont pas d'accord avec ce projet de loi et ne veulent pas donner aux forces de l'ordre l'outil de l'accès légal. Alors, ils s'en sortent. Le député de Cloverdale-Langley City. À l'heure où les Canadiens sont terrorisés dans leur propre quartier, le premier ministre s'est rendu en Colombie-Britannique pour aller à White Rock sur le bord de l'eau. Alors que des gens se barricadent littéralement chez eux, alors que des commerces sont la cible de tirs, alors que les gangs disent à leurs victimes « Donnez-nous 5 autres personnes extorquées ou vous êtes les prochains ».
Le premier ministre racontait des blagues au bord de l'eau au lieu de s'en prendre à l'extorsion. Quand cesseront-ils de jouer à des jeux et soutiendront-ils le plan des conservateurs pour lutter contre l'extorsion? La secrétaire d'État. Monsieur le Président, les conservateurs n'ont pas de plan. S'ils avaient un plan, ils soutiendraient le projet de loi C-14. Avec le projet de loi C-14, nous rendons les peines pour l'extorsion consécutives. Monsieur le Président, il est important qu'ils soutiennent ces mesures. C'est important qu'ils soutiennent le projet de loi C-2. Monsieur le Président, ils ne veulent pas l'appuyer parce que ça pourrait mettre des bâtons dans les roues dans leurs efforts de collecte de fonds. Le député de Pitt Meadows, Maple Ridge. Monsieur le Président, CTV nous signale qu'il y a une fusillade liée à l'extorsion à Abbotsford. En Colombie-Britannique, des communautés entières vivent dans la peur. Les cas d'extorsion ont augmenté de 500 %. Cela en dit long sur l'approche laxiste des libéraux. Les conservateurs offrent des solutions, mais les libéraux restent silencieux. Ce matin, le chef conservateur a demandé un débat d'urgence sur l'extorsion. Les libéraux ont refusé. Quand les libéraux vont-ils prendre le problème au sérieux au lieu de nous dire des platitudes? L'honorable ministre de la Justice. Monsieur le Président, mon collègue n'a pas lu le projet de loi. Ça ne veut pas dire que le projet de loi n'existe pas. Je l'invite à lire le projet de loi C-14, qui fait en sorte qu'il est difficile pour les gens accusés d'extorsion avec violence d'être libérés sous caution. Je l'invite à lire le projet de loi C-2, qui donne des outils d'accès légal aux forces de l'ordre pour trouver les gens qui commettent ces crimes. S'il veut que nous prenions des mesures, il peut travailler avec nous, il peut voter sur ces projets de loi pour mettre fin à l'extorsion. Le député de Mont-Saint-Bruno-L'Acadie. Monsieur le Président, en tant que jeune, je sais à quel point Employabilité Canada soutenu, je sais à quel point un Employabilité Canada soutenu par Employabilité Canada peut être déterminant pour le jeune afin d'acquérir de bonnes compétences. Qu'a fait le gouvernement pour aider les jeunes à bien amorcer leur carrière? Merci. L'honorable secrétaire d'État pour l'enfance et la jeunesse. Merci, Monsieur le Président. Le député de Mont-Saint-Bruno-L'Acadie est un exemple excellent de comment l'Emploi d'été Canada aide les jeunes à réussir. Emploi d'été Canada soutient des emplois de qualité pour les jeunes afin de développer des compétences et d'obtenir l'expérience sur le marché du travail. En budget 2025, on va soutenir environ 100 000 emplois d'été Canada. C'est 24 000 emplois de plus que l'été dernier. Nous soutenons également la stratégie emploi compétences jeunesse et le programme de stage pratique pour étudiants qui, ensemble, permettront de soutenir plus de 75 000 emplois. On est là pour les jeunes, alors qu'on bâtit un Canada fort. Merci. Le député de Brampton-West. Monsieur le Président, les cas d'extorsion ont augmenté de 330 % au Canada depuis 2015. Il s'agit d'une crise nationale. Une fois de plus, les libéraux ont refusé de tenir un débat d'urgence. À Peel, la police a inculpé un homme pour 2 fusillades à Brampton et à Caledon liées au crime organisé. Les cas d'extorsion sont en forte augmentation. Les communautés ont peur. Les familles sont inquiètes, les entreprises sont prises pour cible. Les conservateurs ont un plan pour mettre fin à cette flambée. Quand les libéraux agiront-ils enfin et appuieront-ils notre plan conservateur visant à lutter contre la crise d'extorsion qui sévit au Canada? La secrétaire d'État. Monsieur le Président, quel est le plan conservateur? On l'a entendu aujourd'hui, c'est de bloquer notre projet de loi. Nous avons présenté le projet de loi C-2, le projet de loi C-12 et le projet de loi C-14. Toutes des mesures qui vont nous aider avec ces types de crimes. Les peines seront plus sévères, il sera plus difficile pour les criminels d'obtenir la liberté sous caution. Nous avons des solutions, mais ils veulent les retarder, ils veulent faire des compressions et ils veulent simplement travailler dans leur intérêt. Le député de Vancouver-Kingsway, l'année dernière, le Parlement a adopté un projet de loi pour offrir des médicaments pour diabétiques et des contraceptifs. C'est important pour des millions de Canadiens. Les libéraux avaient promis aux Canadiens dans le budget 2025 qu'ils protégeraient l'assurance médicaments, mais ils n'ont pas alloué de fonds.
Le premier ministre peut-il clairement confirmer qu'il va tenir sa promesse et rendre le financement disponible à toutes les provinces et territoires qui veulent signer des ententes d'assurance médicaments avec le gouvernement fédéral? Le ministre de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à remercier le député pour sa question. Qui provient de la Chambre et je vais donc demander à la ministre de recommencer sa réponse du début. Notre gouvernement va toujours protéger le système de soins de santé du Canada, y compris l'assurance médicaments et les soins dentaires. Ce sont des engagements clairs et nous allons les maintenir. J'ai eu des discussions avec les provinces et les territoires. Nous allons voir comment nous pouvons les appuyer pour soutenir notre système de soins de santé, y compris l'assurance médicaments. Le député du Nunavut. Merci, Monsieur le Président. Les Inuits dépendent de la chasse et de la trappe dans un environnement rigoureux. Le Nunavut est vaste avec plus de 45 000 km de côte. Il n'y a pas de base de recherche et de sauvetage. Lorsque les Nunavummiut sont en difficulté, ils doivent attendre que Halifax leur envoie de l'aide à plus de 2000 km de là. Le Nunavut a besoin d'un centre de recherche et de sauvetage situé à Sinirayak. Le gouvernement actuel va-t-il le faire ou continuer à exposer les Inuits à un risque de mort lorsqu'ils s'aventurent sur le territoire? Le secrétaire d'État. Monsieur le Président, le budget de 2025 fait des investissements historiques avec un fonds d'infrastructure de l'Arctique conçu pour renforcer les aéroports et les routes qui sont importants pour la recherche et le sauvetage. Nous allons aussi améliorer les infrastructures de communication. Ce faisant, nous allons améliorer la sécurité dans le Nord. Il y aura de meilleurs temps de réponse et une meilleure coordination lorsqu'il y a une urgence. Voilà donc les investissements qui tiennent compte de notre engagement à l'équité, à la réconciliation et à la protection des vies dans le Grand Nord canadien. Avant de poursuivre, j'aimerais signaler qu'il est interdit de prendre des photos en chambre. Bon, je n'ai pas vu d'exemple aujourd'hui, mais hier, j'ai vu des députés et d'autres ont vu des députés prendre des photos avec leur téléphone. Alors, je tenais à vous faire ce petit rappel.